Fidèles téléspectateurs de Ezuzo Pro TV, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise à la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Charlotte Songué. Avec elle, nous allons parler sur le Bureau conjoint des Nations Unies ainsi qu'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Madame Charlotte, avant d'entrer dans le bain de cette émission, pour éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, essayez un peu de vous présenter. Je suis Charlotte Songué, comme vous m'avez appelée, et au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, je coordonne le programme sur les droits de la femme et le genre. Donc, au sein du bureau, je suis la personne ressource dans les matières des droits de la femme et de la promotion du genre. Merci pour cette présentation. Et avant tout, vous venez de vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous parler du Bureau conjoint des Nations Unies? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent le BCNI. Et c'est un peu de nous parler en long et en large. C'est quoi le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme? D'accord. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est une entité intégrée. Il s'agit de la composante droits de l'homme de la MONUSCO, qui est une mission de paix, et la représentation du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Donc, notre directeur, M. Abdulaziz Thiol, a une double casquette de coordonnateur du travail des droits de l'homme de la MONUSCO et de représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors, c'est un bureau conjoint qui a donc ces deux casquettes et qui travaille dans plusieurs thématiques et regroupé dans des unités. Ici, au quartier général, nous avons l'unité sur la protection de la femme dans laquelle je travaille. Nous avons l'unité sur la protection en général, c'est-à-dire la protection individuelle, collective, judiciaire. Nous avons une unité sur la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme. Nous avons une autre unité sur le renforcement des institutions et des réformes. Et puis, nous avons une unité sur la justice de transition et la lutte contre l'impunité. Et enfin, nous avons l'unité des relations extérieures et de la planification stratégique. Donc, ces unités au niveau du quartier général travaillent étroitement avec la direction du bureau et les bureaux de terrain. Actuellement, nous avons les bureaux de terrain ici à Kinshasa, à Kananga, à Chikapa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Beni, à Bunia, à Goma, à Bukavu et à Uvira. Donc, ces bureaux de terrain et tout l'ensemble du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont le travail quotidien de la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il s'agit donc de faire la surveillance, l'observation de la situation, de rapporter sur la situation, de faire connaître les cas, les incidents et même les actions qui sont menées, parce que l'État congolais travaille, les Nations Unies travaillent, la société civile aussi travaille. Donc, dans la promotion des droits de l'homme, il y a aussi tout le travail du renforcement des capacités des acteurs étatiques et les acteurs de la société civile et l'accompagnement des victimes, des populations et même des entités étatiques. Parce que le renforcement des capacités est en matière en termes de formation, c'est aussi en termes de conseil, c'est aussi en termes de coaching, d'accompagnement, parfois à distance ou même en présentiel. Alors, nous avons aussi le travail de la protection des droits de l'homme, c'est-à-dire que quand les cas surviennent
quand des violations surviennent, il faut agir en interpellant soit les autorités étatiques, soit en soutenant les victimes ou en les accompagnant, en diffusant la bonne information, l'information nécessaire. Comment vous soutenez ces victimes-là de violences sexuelles? Alors, je vais parler dans ce cas de deux de nos unités, à savoir l'unité dans laquelle je travaille et l'autre unité protection. Alors, nous avons la protection judiciaire que nous mettons en œuvre dans un processus judiciaire. Parce que souvent, quand la victime dénonce, elle est menacée. Et une fois qu'elle est menacée, elle peut se rétracter et le processus judiciaire n'aura plus lieu. Et la réhabilitation de ses droits aussi est handicapée. Donc, nous l'accompagnons parfois par une assistante psychologique pour lui donner des conseils, l'encourager, mais aussi il peut s'agir d'une protection physique parce que quand la menace est physique, elle est imminente, alors il faut tout faire pour la protéger, l'extrait, voilà. Il y a plusieurs mesures qu'on ne peut pas tout citer, mais même pendant la procédure judiciaire, il peut arriver qu'il y ait un certain nombre de mesures pour garder l'identité de la victime ou pour ne pas l'exposer. Comme vous savez, il y a ce qu'on appelle le huis clos aussi. Voilà, ce sont des mesures qui sont prises ainsi pour protéger les victimes. Alors, de l'autre côté, nous avons l'assistance et une assistance active aux victimes. Ça veut dire que quand il y a des victimes à travers nos projets, et même là où il n'y a pas de projet actif, alors nous accompagnons la victime en la mettant en contact avec les prestataires de services médicaux, psychologiques, économiques, juridiques sur le terrain. Donc c'est cet accompagnement actif que nous faisons au jour le jour, pas nous-mêmes physiquement, mais à travers les bureaux de terrain, à travers les associés au projet et à travers les partenaires de la société civile et les agences étatiques. Voilà, c'est ainsi que nous parvenons au sein du bureau à exécuter notre mandat de protection et de promotion des droits de l'homme. Et je voudrais atterrir dans mon domaine, celui des droits de la femme et le genre, où nous essayons aussi tant bien que faire se peut d'accompagner l'intégration du genre, c'est-à-dire les jeunes. Nous travaillons avec les jeunes sur la résolution 2250 sur les jeunes, paix et sécurité, et nous travaillons avec le secrétariat sur la résolution 1325 femmes, paix et sécurité. Voilà, donc c'est ainsi que nous essayons de ressortir les besoins spécifiques, les groupes spécifiques comme celui des femmes vivant avec handicap ou bien les femmes autochtones ou alors des enfants. Vous voyez, donc tous ces groupes-là, le bureau essaye de faire prévaloir leurs besoins spécifiques parce que c'est tous ces groupes qui forment la communauté humaine et nous sommes un bureau de promotion des droits de l'homme. Donc, à travers les projets que nous mettons en œuvre, nous accompagnons les femmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci, comme je l'ai signalé là, les activités au niveau des entités étatiques, comme au niveau de la société civile. Nous avons par exemple travaillé avec l'UNESCO et OIM pour mettre en place une radio communautaire dans la localité de Kigouloubé et une maison de la femme. Vous voyez ces deux entités. Pourquoi vous le faites toujours en province, pas ici dans la ville de Kinshasa? Parce qu'ici aussi, il y a de formes de violence, surtout dans le milieu réquilé. Oui, mais nous travaillons partout. Je vous donne juste un exemple de quelque chose qui a été fait là-bas. Nous travaillons partout. Ici à Kinshasa, nous travaillons avec le PNUD de l'UNFPA pour accompagner les femmes dans un certain nombre d'hôpitaux de la ville. Et dans ces hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les CICM, Centres intégrés de services multisectoriels, où les victimes de violences basées sur le genre peuvent arriver et avoir des soins médicaux, des soins psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques centres? Oui. Pour faciliter de femmes qui nous suivent. D'accord. Nous avons l'hôpital de référence de Kitambo, l'hôpital de référence de Njili. Nous avons le centre Ngaba. Mère et enfant. Oui. Et nous avons aussi, je crois, l'hôpital Mama Yemo.
excusez-moi si je ne prononce pas bien les mots, je crois que nous avons un 5e centre. Voilà. Dans ces centres, lorsque la victime arrive et qu'elle va vers le personnel médical, si elle fait part de ces souffrances-là, des violences basées sur le genre, alors on va l'orienter vers les guichets, les différents guichets, et au fur et à mesure, elle va recevoir les soins médicaux, psychologiques gratuits et l'accompagnement judiciaire et la réinsertion socio-économique. Mais vous devez comprendre aussi que ce sont des projets. C'est-à-dire que dans un certain moment, ils peuvent finir. Mais ce qu'on essaye de faire avec la société civile, même les entités étatiques, c'est de consolider les acquis. Par exemple, le ministère du genre a travaillé avec les différents acteurs, nous y compris, pour proposer un document d'institutionnalisation de ces centres intégrés de services multisectoriels. De manière à ce que si même il n'y a pas de projet, ces centres peuvent exister et continuer à recevoir les victimes. Parce que le rapprochement des services a plusieurs raisons. Puisque quand les services sont éparpillés, ça décourage les victimes. Parfois, ça perd les victimes. Et parfois, ça les stigmatise davantage. Mais quand les services sont rapprochés dans un hôpital qui est un endroit public où tout le monde peut aller pour ses soins de santé, et dans ces cadres-là, il y a d'autres services spécifiques pour les victimes de violences basées sur le genre, alors ça les encourage à aller se faire aider sans se faire discriminer. C'est l'avantage de ce système. Et nous en appelons vraiment à toutes les bonnes volontés de soutenir ce processus d'institutionnalisation des centres intégrés. Le ministère du genre a travaillé, le projet a été présenté au niveau du Conseil des ministres et voilà, donc les choses sont ainsi faites. Vous voyez que ce ne sont pas des actions isolées. Nous travaillons aussi au niveau national de manière à ce que la chose peut profiter même là où nous ne sommes pas. Voilà. Donc, sur les violences basées sur le genre, nous avons ce système-là de référencement pour l'assistance holistique aux victimes. Mais nous avons aussi les actions d'accompagnement technique. Par exemple, dans la zone du Kasaï, nous sommes en train de travailler avec les femmes et les jeunes pour les accompagner dans la gouvernance locale. Vous avez, voilà, par exemple, maintenant nous avons 2 femmes ministres à Chikapa. Vous voyez, pourtant, quelques mois auparavant, il n'y en avait pas. Donc il a fallu que les femmes réagissent, qu'elles aillent vers l'autorité provinciale, voilà, qu'elles fassent leur plaidoyer. Et nous, on était à l'ombre en train de les pousser, de les accompagner, et elles ont réussi à cela. Et nous avons aussi, par exemple, les jeunes. Le Conseil provincial de la jeunesse à Chikapa n'est pas encore fonctionnel. Et l'autorité, avec l'engouement des jeunes, voilà, ils sont en train de prendre des étapes, de nommer déjà la commission qui va la mettre en place. Donc, ce sont des actions que nous essayons de mener en accompagnement de la population pour faire prévaloir les droits, mais aussi pour protéger ses droits. Et nous en avons un certain nombre, voilà, que peut-être je ne pourrais pas tout citer ici. Madame, en tant que chargée de programme JAR, dites-nous un peu, en tant qu'experte, quels sont les droits de femmes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que les femmes ont le droit? Elles ont des devoirs également. Essayez un peu d'éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Vous savez, nous avons souvent un jeu de mots. Nous parlons des droits de l'homme. Nous parlons des droits humains. Nous parlons des droits de la personne humaine. Nous parlons des droits de l'homme, de la femme. Nous parlons des droits de la femme. Vous voyez, c'est un jeu de mots. Pour dire quoi? Pour dire que tous les êtres humains, quelle que soit leur race,
leur ethnie, leur classe sociale, leur couleur de peau, leur origine, leur fortune, leur éducation, ont des droits inaliénables, les hommes et les femmes. La femme a le droit à la vie. C'est un droit humain pour tous les êtres humains. La femme a le droit à la dignité. Parce que le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc la même dignité qu'on peut donner à un homme, on devrait la donner à une femme parce qu'elle est humaine. La femme a le droit de travailler et le code de la famille qui a été révisé vient de reconnaître le statut juridique de la femme en ce qu'elle a l'autorisation de travailler sans avoir à s'en référer à son mari. Sans l'autorisation maritale. Avant il fallait une autorisation maritale. Maintenant, la loi a évolué et dit que non, à cause de la contribution de la femme dans tous les domaines de la vie d'un État, alors elle peut travailler sans avoir à demander une autorisation. Donc la femme a le droit au travail. Mais le droit au travail marche avec le droit au loisir. La femme a le droit au loisir. C'est-à-dire qu'elle peut se reposer, elle peut prendre le temps pour prendre soin d'elle-même, parce que vous savez que la femme est la mère. Et les droits de la maternité lui reviennent. Et vous savez aussi que la maternité n'est pas une chose aisée. Donc pendant que la femme exerce la procréation, elle a aussi le droit aux soins spécifiques à cause de son état, soit de grossesse, soit d'allaitement, et consort. Mais elle a aussi le droit au repos. Et tous ces droits-là marchent aussi avec le droit à un salaire égal au travail. Vous voyez? Si on paye dans une entreprise un homme $100, on devrait aussi payer à la femme $100. C'est le droit au travail, au salaire égal pour un travail égal. La femme, qui est la jeune fille d'aujourd'hui, a aussi droit à l'éducation. Les filles doivent être éduquées. Elles ont droit à l'éducation, mais aussi à la formation professionnelle. Donc, si avec les collègues et les partenaires, nous travaillons pour la promotion des filles dans les facultés de sciences, dans les départements et dans les options scientifiques, c'est parce qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Et je pense ici en RDC qu'on a vu ce que les femmes sont en mesure de faire. Donc, la formation, l'éducation, c'est un droit de la femme. La santé, la femme a le droit à la santé, et spécifiquement la santé sexuelle et reproductive. C'est très important pour les adolescents. Et ici, ce n'est pas seulement la fille, c'est aussi le garçon. Les deux doivent être informés. Ils doivent être accompagnés en matière de santé sexuelle et reproductive, afin que l'on ne meurt pas en donnant la mort, ou l'on ne crée pas la mort en donnant la vie. Donc, tous les droits humains sont aussi les droits de la femme. J'ai parlé de tout, mais de la politique aussi. Les droits civils et politiques sont aussi les droits pour les femmes. Elles peuvent se présenter en politique comme candidates, elles peuvent se faire élire. Et à cause de leurs compétences, une fois qu'elles sont éduquées, formées, elles peuvent être nommées. Comme nous avons le gouvernement actuel qui a fait un grand pas en nommant des femmes ministres. Et c'est la vision du chef de l'État, la représentativité de femmes. Absolument. Et c'est dans cet élan que il a été nommé champion de la masculinité positive. Vous voyez? Donc, il y a tout un travail à faire pour faire connaître aux femmes qu'elles ont les mêmes droits que les hommes. Je dis bien les mêmes droits. Sur le plan physique, on n'est pas égal, même entre nous les femmes ou entre les hommes. Physiquement, on n'est pas tous égaux. Mais en matière de droits et en matière de dignité humaine, alors la femme en a les mêmes que l'homme. Madame Charlotte, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos projets sur terrain? Une
une des premières difficultés est une difficulté humaine. C'est-à-dire que dans la société, il y a encore beaucoup de coutumes et de traditions. Il y a beaucoup de mœurs qui sont ancrées dans les personnes et qui les empêchent même de se reconnaître comme des sujets de droit. Et ça, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la femme, c'est vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire que quoi? Notre travail de promotion des droits de l'homme veut que nous disions à un homme vivant avec handicap que tu as des droits. Maintenant, dans la communauté, on se dit que celui qui vit avec handicap est sorcier et lui-même il pense qu'il a un problème. C'est pourquoi il est né comme ça. Pourtant, ça peut être un accident ou ça peut arriver comme ça, que c'est la nature. Maladie. Voilà. Et qu'il n'y a rien de sorcier ou de prédisposé à... Voilà. Donc, il faut que nous comprenions que nous sommes des sujets de droit. Et quand nous allons du côté de la femme et du côté des filles, certaines coutumes ne veulent pas que la femme s'exprime. Nous ne parlons pas de l'arrogance. Nous ne parlons pas du manque de respect. Nous parlons de l'expression. Comme vous parlez sur les antennes de la télé ou de la radio. Comme je suis en train de m'exprimer ainsi. Donc, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas qu'elles ont ce droit. Elles ne se reconnaissent même pas à mesure de s'exprimer devant d'autres personnes. Encore moins les jeunes filles. Bon, donc, sur le terrain, nous rencontrons cette difficulté-là qui est liée à la culture, qui est liée à la tradition et qui ne permet pas de reconnaître les droits et même l'action. Vous allez voir une jeune fille qui est victime de violences basées sur le genre ou de violences sexuelles. Parfois, les parents ne font pas grand-chose que d'admettre que notre fille, elle a déjà l'âge. Vous voyez? Et certains ne savent pas que avoir les relations intimes avec une fille de moins de 18 ans constitue un viol, même si la fille est consentante. Oui. Même si elle est consentante. Certains ne comprennent pas ça et ils ne veulent même pas comprendre parce que pour eux, comme dans leur tradition, le chef du village peut prendre les filles de 9 ans ou de 12 ans ou de 14 ans. Le phénomène mariage forcé. Voilà. Ils voient que non, ma fille est déjà, elle a déjà le corps d'une femme. Donc, voilà, vous voyez. Donc, toutes ces choses-là sont les premiers handicaps même de l'évolution de la situation des femmes et des filles. Et vous savez aussi que la contribution de la femme est très grande dans la communauté. Et il faut que les uns et les autres reconnaissent qu'elle contribue. Même une ménagère, même si elle est ménagère dans la maison, puisque nous qui travaillons, nous sommes obligés d'avoir des ménagères que nous payons. Oui. Vous voyez? Donc, on ne la paye plus pour faire le travail ménager. Ça veut dire qu'elle contribue. Ce montant d'argent, si c'est $100 ou 200 ou $300 chaque mois que tu donnes à une ménagère, quand la femme est à la maison, elle fait ce travail, c'est une contribution financière qu'elle apporte dans la maison. Donc, ce problème des coutumes se pose. Et excusez-moi, ce n'est pas seulement dans la basse classe. Vous allez trouver des dignitaires qui vous demandent que les femmes là, vous voyez, malgré leur niveau intellectuel, malgré leur niveau de responsabilité dans la politique, dans l'État, ils n'ont pas encore intégré la problématique de l'égalité des droits hommes-femmes. Donc, voilà l'un des problèmes. L'autre problème que nous rencontrons, ce sont les difficultés économiques. Je dis les difficultés économiques parce que elles sont l'apanage, pas seulement de l'État, même les individus. Parce qu'une fille qui peut travailler, vous voyez, elle sait que quand je travaille, j'ai mon salaire. Vous voyez?
elle n'est pas aussi vulnérable au point de se laisser emporter par n'importe qui comme ça. Vous voyez? Et au niveau même de l'État, il y a toutes ces difficultés-là que nous connaissons qui font que l'accompagnement financier et économique nécessaire ne suit pas les actions. Voilà une autre difficulté. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est, comme vous le savez, la difficulté de la sécurité. Vous ne pouvez pas aller partout pour parler parce que vous pouvez être victime de l'insécurité. Et ça fait donc que vous pouvez imaginer que ces communautés qui vivent dans des zones insécures, leur niveau déjà de connaissance est bas, mais aussi leurs opportunités d'être aidés, accompagnés sont limitées. Donc, voilà quelques difficultés dont je peux parler dans le travail que nous menons. Madame Charlotte, nous sommes petit à petit, notamment vers la fin de notre échange d'aujourd'hui. Dites-nous un peu quelles sont les perspectives d'avenir du Bureau conjoint des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Voilà, le bureau, déjà, nous allons entamer à partir du 10 décembre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez que 75 ans, c'est un âge. Oui. Voilà. Et le bureau compte célébrer toute cette année, voilà, ces 75 ans de la déclaration à travers une variété d'activités, de promotion, de formation, de communication sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, le bureau est aussi en train de travailler beaucoup sur la justice transitionnelle. C'est-à-dire, on essaye de travailler avec l'État congolais, le ministère des Droits humains et les gouvernements provinciaux pour faire des consultations populaires afin que la population s'exprime. Quels mécanismes elle pense qui peuvent être mis en place pour accompagner les communautés à vivre en paix, à se pardonner, à se réconcilier, à essayer de regarder ensemble vers l'avenir. Ça, c'est aussi un grand programme du bureau qui a commencé dans le Kasaï central. Voilà. Là-bas, il y a déjà une commission provinciale vérité et réconciliation. Et les consultations populaires ont eu lieu dans d'autres provinces et vont encore continuer. Et pour la ville de Kinshasa, ça sera pour quand? Je ne peux pas vous donner les dates exactes. Ce que je sais, c'est que les collègues ont dit qu'ils vont reprendre ces activités de consultation populaire. Et les lieux exacts, je ne les ai pas encore en tête. Voilà, mais nous continuons le travail de la promotion des droits de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous aurons continuellement des projets qui vont accompagner ainsi les victimes à avoir l'aide nécessaire, mais accompagner aussi les autorités judiciaires, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais nous faisons aussi l'accompagnement des autorités judiciaires dans les enquêtes et les procès. Parce que vous savez que le pays est grand et il n'y a pas les tribunaux partout. Donc souvent, l'appui est apporté afin que le tribunal se déplace pour aller mener des audiences foraines, pour ainsi enseigner à la population que l'État existe et quand tu violes la loi, tu peux être réprimé. Mais nous allons aussi travailler à partir du conflit Kamina-Sapou. Le bureau a bénéficié d'une équipe d'experts. Et cette équipe d'experts sur la médecine légale est en train de se répandre et de travailler dans tout le pays. Donc, tout ce qui concerne la médecine légale est déjà un domaine d'intérêt pour le bureau. C'est-à-dire que
en ce qui concerne la recherche de la vérité. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de violations de masse qui se commettent et qui se sont commises. Cette équipe-là va aider les autorités locales, nationales et provinciales à travailler, soit pour ressortir les informations sur les fausses communes, avoir les conseils ou bien les orientations techniques par rapport à la géolocalisation, par rapport aux examens médico-légaux, même en matière de violence sexuelle. Voilà, toutes ces sciences, tous ces, comment je peux dire ça, tout ce domaine scientifique qui peut aider à la recherche de la vérité, parce que le droit à la vérité aussi, c'est un droit humain. Nous avons aussi un grand travail sur les discours de haine. Le bureau y travaille parce que la discrimination et la haine sont promues par des gens parfois inconsciemment. Mais d'autres aussi sont conscients, ils savent pourquoi ils le disent, parce qu'ils ont des buts soit politiques, soit économiques et consorts. Or, nous savons que la liberté d'expression est un droit humain. La liberté d'expression. Mais nous savons aussi que chacun a droit à la vie. Vous voyez. Donc, si vous vous exprimez et vous portez atteinte à la vie des autres, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, tous ces discours de haine, le bureau travaille aussi pour les réduire et pour faire comprendre ces thématiques aux gens avec les élections qui approchent, de savoir comment s'exprimer, quoi dire, pour ne pas amener soit un conflit, soit une guerre, soit la mort. Parce que vous savez ce qui se passe pas loin de Kinshasa, dans le Kwamouth, Maïndombe et tout. Voilà. Et ce qui s'est passé avec Kamina Sapou. Voilà. Donc, tous ces conflits qui naissent ont aussi des origines sur les discours que certaines élites ou certains leaders tiennent. Mais nous devons savoir que nous avons droit à la liberté, mais nous avons aussi le devoir de respecter la vie humaine et de respecter la communauté, de promouvoir la paix dans la communauté. Donc, voilà un peu brossé, pas tout, mais quelques points des actions que le bureau projette de mener et continue de mener. Madame Charlotte, dites-nous un peu quelles sont les conditions, parce qu'il y a d'autres OSC, les organisations de la société civile qui nous suivent, qui veulent peut-être travailler avec vous. Et quelles sont les conditions pour travailler avec le bureau conjoint? Est-ce qu'il faut être affilié dans un réseau ou il faut travailler aussi de façon individuelle? Voilà, le bureau est national. C'est un bureau de promotion des droits. Et si vous avez besoin du partenariat, vous écrivez une lettre au directeur du bureau, voilà, et vous exprimez ce que vous voulez, mais tout en accompagnant peut-être avec vos documents officiels, parce que nous sommes dans un état de droit et l'État a mis en place les règles pour se constituer en association ou en organisation. Donc, nous aussi, nous devons travailler avec les organisations qui sont déjà légalement reconnues. Néanmoins, même avec les individus, parce qu'il y a des leaders communautaires, il y a des personnes ressources, il y a des personnes de bonne volonté, voilà, parfois qui dénoncent des faits ou qui accompagnent des victimes. Donc, n'hésitez pas, le bureau, le quartier général de la MONUSCO est connu. Voilà, s'il y a des besoins d'accompagnement, d'information et tout, comme je l'ai dit, vous pouvez adresser la lettre. Vous pouvez même aussi aller sur le site de la MONUSCO et rechercher la page des droits de l'homme. Vous aurez plus d'informations et vous pouvez suivre le bureau sur Twitter, sur Facebook, voilà, pour connaître davantage ce que nous faisons et voir comment nous contacter. Voilà. Madame, demain déjà c'est le 25 novembre, c'est le début du 16 jours d'activisme. C'est du 25 novembre au 10 décembre. Et par rapport à cette activité, qu'est-ce que le bureau conjoint prévoit comme activité?
Le bureau a prévu de mener des activités de sensibilisation dans les écoles parce que nous voulons continuer à informer la population et les zones ciblées sont un peu les zones périphériques, la commune de La Funa ou Moamba, voilà, district, pour parler davantage aux jeunes, aux élèves, pour leur faire connaître les droits de la femme, les droits de l'enfant, mais aussi les devoirs de chacun dans la dénonciation, dans l'accompagnement. Nous allons mener ces activités. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, les bureaux de terrain que j'ai cités un peu plus tôt aussi vont mener les activités de sensibilisation, de formation dans les provinces. Voilà. Nous avons aussi, ici à Kinshasa, nous prévoyons faire un village des droits des femmes. Donc, ce sera un espace d'activité pendant 2 jours. Le lieu qui a été retenu, c'est la paroisse Notre-Dame de Fatima, où les ONG sont invitées à venir exposer. Donc, il y aura des stands où les ONG peuvent venir exposer leurs produits et ce sera l'occasion d'échanger entre les ONG, mais avec le public, parce que ce sera ouvert. Quelles sont les conditions? Voilà, nous sommes en train de... Il n'y a pas une condition spécifique. Vous savez que la paroisse ce n'est pas très vaste, mais on a quand même un certain espace. Et nous sélectionnons les organisations. Le critère n'est pas très objectif parce que nous ne pouvons pas prendre tout le monde, mais nous essayons de voir les ONG qui ont des choses à présenter, qui produisent des choses ou des documents et tout. Voilà. Et donc, la date, c'est pour quand déjà? Nous comptons le faire du 6 au 7 décembre. Voilà, à partir de 8h jusqu'à 17h. Et nous comptons pendant l'exposition organiser aussi des conférences. Nous aurons une conférence sur la résolution 1325. Toujours là-bas? Oui. Une autre conférence sur la résolution 2250 et une conférence débat sur la jeune fille. Voilà, et tout ça sera agrémenté et accompagné des jeux avec les élèves, les jeunes, puisque nous voulons mener des activités de sensibilisation avant. Et ces jeunes-là, quelques-uns pourront être invités pour venir continuer, voilà, à renforcer leurs capacités, mais aussi à se mettre en réseau, s'informer et tout. Voilà. En dehors de ça, demain, bien sûr, c'est le lancement des 16 jours à l'Académie des Beaux-Arts. Le ministère du Genre et ONU Femmes nous invite, nous tous. Nous sommes partenaires et nous contribuons à l'organisation de cette manifestation pour lancer les 16 jours au niveau national. Donc, nous allons continuer avec une série de formations avec les peuples autochtones, les personnes vivant avec handicap, mais nous serons aussi sur les réseaux sociaux, voilà, pour envoyer des messages pour la promotion des droits de la femme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Voilà, c'est un peu comme ça que nous allons célébrer les 16 jours d'activisme. Et le 10 décembre, qui est la clôture, nous aurons la manifestation pour la Journée internationale des droits de l'homme, voilà, avec le ministère des droits de l'homme. Voilà. Merci Madame Charlotte. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de conclure, j'aimerais que vous puissiez dire un message à toutes les femmes qui nous suivent. Vous allez regarder la caméra en tant qu'experte sur les questions liées à la femme, vous allez donner un message. Voilà, vous savez, la femme, on ne peut plus la présenter. La femme a des droits, la femme a aussi des devoirs, comme tous les êtres humains. Donc, la femme doit se rendre compte de ce qu'elle est et agir pour sa communauté, agir pour elle-même, agir pour sa progéniture. C'est pourquoi les femmes doivent avoir cet esprit de combativité, mais aussi avoir de l'optimisme pour leur permettre d'agir positivement dans la communauté. Donc j'encourage toutes les mamans,
voilà, les petites mamans qui sont les jeunes filles et les grandes mamans. Voilà, j'encourage toutes les mamans à travailler, à continuer à travailler et à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Quel que soit le lieu où tu es, même si tu es seule là-bas, sache que le monde a près de 4 milliards de femmes qui sont comme toi. Donc, tu dois être encouragée à continuer à travailler, à continuer à te battre, à prendre soin de toi, à prendre soin de la communauté. Et tout cela va nous amener, peut-être autant que faire se peut, à promouvoir les droits humains dans le monde entier. On est fini avec l'émission Miroir de femmes d'aujourd'hui qui a reçu pour vous Madame Charlotte Songwe, chargée de programme JAR au sein du Bureau conjoint des Nations Unies, ici à Kinshasa, au quartier général de la MONUSCO. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Je remercie M. Igor Punda qui est toujours là pour nous accompagner. Pour vos publicités, reportages et magazines, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement dans le même cadre. À très bientôt. Bye. EGG Pro Service et Mémé Libiso offre à TV Loterie 2023, prise en charge et assurée. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis Grady Kunga, biologique. Et papa Igor Kunga Toya. Et de maman Chantal Ngele. Je suis élève de l'école maternelle à la source du savoir. Notre madame s'appelle Madame Sarah, Madame Béa, Madame Nicole et Madame Lily. Je vous invite au cyber café de mon papa Igor Kunga. Venez jouer. Et vous ne serez jamais déçus. Et je Pro Service, c'est la qualité. Et je Pro Service, leader. Venez jouer car nous sommes déjà pressés. À la fin, achetez le temps, hâtez-vous car nous clôturons ce 8 novembre 2022. Papa, maman, pourquoi vous tardez? Venez vite jouer chez EGG Pro Service. Faites comme les autres. Vous voyez ça? Ce sont les documents de nos gagnants qui sont vos frères et sœurs. Pas de commentaires, vous voyez vous-même. Moi, Grady Kunga, futur ingénieur. Je suis aussi futur journaliste. Venez jouer avec vos familles. Jouez aussi à Singleton. Jouez aussi en couplet. Venez tenter votre chance chez EGG Pro Service Leader. Venez tous jouer au Cyber Café EGG qui est situé sur Avenue Congolo au numéro 25, quartier Kassai, commune de Barombu, référence à Kabinda. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 80 89 939. Facebook EGG Pro Service. Laissez les enfants jouer. Laissez papa jouer. Laissez maman jouer. Laissez Grady jouer. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bye. Maman, tout ça na EGG Pro Service. Il y a un Sigonzali, il y a qu'à tout mettre à développer. Et tout comme moi, ah, qu'on n'est pas tout la facilité, il y a un passeport mon cas.
tozana barumbu na kwea Kasai Fongolo so petit kamis mpanzi boyo omoni Igor Kunga nzambe ya image na bebe na biso mokia mikolo tokene poto biso nyonso na palin kobuka na te mama papa zwa bana zalaka na passeport na yo tomona poto omona États-Unis omona France omona Amérique omona tokeka na pepo et GG Pro service yaka tokene poto na facilité oh là là yo mako pourquoi oh là là allez telema yaka tokene poto et GG Pro yaka tobeta defe loterie ane oyo biso nyonso wenna votoka tikala na wala wala kanes na okene sikoni ngai pe na rumela te na obetang $5 Igor Kunga masala beboité pourquoi RDC makasi bo Igor Kunga merci beaucoup moi yalinga vino makasi tobeta defe loterie na EGG Pro service potelo pamba tana ba umuka mbamo kipoto uzani kana lemba mbamo kino poto ala okena ngai EGG Pro. Na art de pro yaka kolakisa art na yo tobengi ba humoriste ba comédien ezala bima ezala nano bima te art de pro ebengi yo oya koleka na mubange na spectateur mame na lubaka na ngai yango Mr. Igor Kunga kaka ndenge na anglais balobi you got me I stand next to me the offer the glorious stone. Ce qui est là qui est mon mystère, nan ngaloban, mais onyonso oyate e komele likambwawa. Balobi porte yango efungwani. Yo zali na ngambo ya Brazza. Yo zali awa na capitaine ya Kinshasa. Oko na ndangai kizengi mabena se mundelo kwa litanga ya ngula. Balobi art de pro yango ebengi yo. Yo zali humoriste, yo zali humoren, yo zali humorunu. Yaka oya ko présenter art na yo. Ah mystère. Ba initiative boyo zalaki wapi papa. Yo zali comédien na bengi yo. Yaka ndeko komisa kombo na yo o participer na événement oyo. Préparer au sekisaka na quartier, au sekisaka na famille, au sekisaka na libota, balobi porte yango yo efungwani. Yaya tubengi bino ezalo bima te yaya tubengi bino minga buluba ezate tete mbinjo sakana nango oza comédien au sekisaka bien makas o ulia fufu 6 minutes bon o ulataka esu madobo esu yeme olobi yango te wana makambo na yo yaya boyebele tuza na posa na bino elongo na Mr. Igor olingi oya o participer na événement benga biso na numéro oyo na lubaka na wana zuluba zokumba ulubate bana ding ngai papa libanki na bengi bino muto boringaka mingi yeyo avec tete mbinzo kisanola bana Kinshasa bana Brazza bambote do bengi bino boya art de pro avec Mr. Igor bana Kinshasa bana badadi bana Brazza bana Angola papa libanki yeyo international tulubaka na biso yango merci na organisateur ya monene Mr. Igor Kunga